Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, 2 fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Notre histoire commence à Anvers, en Belgique, où nous découvrons le destin tragique de Julie Van Espen. Le samedi 4 mai 2019, à 18h30, alors que le soleil se couchait sur une douce soirée de printemps, Julie, une jeune femme de 23 ans, quitte sa maison à Schild à vélo. Elle se dirige vers l'ouest, parcourant les 19 kilomètres familiers vers le sud d'Anvers pour retrouver des amis pour dîner. Julie, étudiante en master de relations internationales et de diplomatie à l'université d'Anvers, prévoit de terminer son trajet en moins d'1 heure. Son itinéraire l'amène le long du canal Albert, à travers le pont du parc Spoor Nord et via le Mas, le musée Aan de Stroom, avant de continuer vers le sud. L'inquiétude commence à monter lorsque Julie n'arrive pas à leur rendez-vous prévu. Ses amis, de plus en plus préoccupés et incapables de la joindre, contactent ses parents vers 21 heures. Immédiatement, ses parents alertent la police. Les agents de la police locale d'Anvers et de Woeroo-Kempin lancent une recherche le long de l'itinéraire suspecté avec un chien renifleur, rejoint par la famille et les amis de Julie. Malgré leurs efforts, l'obscurité entrave la recherche, ne donnant aucun résultat. La recherche reprend tôt le lendemain matin, le 5 mai, le long du même itinéraire que Julie était censée emprunter. Des amis et des membres de la famille rejoignent la police et leurs chiens renifleurs. La recherche continue à s'avérer difficile en raison des nombreux dangers potentiels de l'itinéraire, tels que glisser dans l'eau ou rencontrer un terrain accidenté. La police utilise des patrouilles à vélo, un hélicoptère de soutien aérien et le Firebird pour effectuer des recherches dans l'eau. Simultanément, la police fédérale examine les images de surveillance le long de l'itinéraire de Julie. Les caméras la capturent à certains points, mais perdent brusquement sa visibilité à d'autres, réduisant considérablement le périmètre de recherche. Des heures de recherche ne permettent pas de localiser Julie jusqu'à ce qu'une percée arrive vers 13 heures. L'une de ses amies découvre des vêtements ensanglantés à Merksem, identifiés comme étant ceux de Julie. De plus, le panier en osier de son vélo est trouvé à côté d'une poubelle avec ses effets personnels, tels que son passe de voyage. Cette terrible découverte conduit la police à transformer l'affaire en enquête pour meurtre. La possibilité d'un crime odieux est un coup de poing déchirant pour ses parents et ses proches. Cet après-midi-là, le bureau du procureur commence une enquête officielle, indiquant que Julie pourrait avoir rencontré une fin violente. Une percée est arrivée lorsque des images de surveillance du centre d'entraînement des Antwerp Giants ont identifié un homme avec un sac à dos, portant un panier de vélo qui semblait être celui de Julie. Les enquêteurs ont émis un avis pour qu'il se présente comme témoin clé. Cela a été fait pour éviter de l'effrayer et pour assurer sa protection s'il était innocent. En raison de leur appel public, la police a reçu 200 conseils menant à l'identification de l'homme comme étant Steve Backelmans, âgé de 39 ans. Son oncle s'est présenté en le reconnaissant comme un employé d'un restaurant pour sans-abri à Anvers. Le lundi 6 mai 2019, la police a localisé le téléphone portable de Steve Backelmans et l'a arrêté à la gare de Leuven. Steve était avec son fils au moment de son arrestation. Il a été placé en détention provisoire à la prison d'Anvers avec plusieurs autres suspects. La police a effectué plusieurs perquisitions, y compris une chez la mère de Steve. Pendant ce temps, la famille et les amis de Julie s'étaient rassemblés à la cantine du centre d'entraînement des Antwerp Giants, où ils ont reçu la nouvelle dévastatrice que le corps sans vie de Julie avait été retrouvé par la police maritime dans le canal Albert. Son corps a été emmené à l'hôpital universitaire d'Anvers pour une autopsie réalisée par la spécialiste médico-légale Diona Dont. Diona a également examiné le suspect pour des blessures pouvant indiquer une bagarre. Steve a déclaré que s'il avait pris ses médicaments, il ne serait pas là. Cela a été noté comme une confession.
Quelques jours après la disparition de Julie Van Espen lors de son interrogatoire, Steve Backelman a avoué qu'il cherchait à agresser une femme au hasard ce soir-là. Errant du côté nord du pont où il dormait en tant que sans-abri, il a repéré Julie passant à vélo. « J'étais sous ce pont depuis 2 heures et quelques cyclistes sont passés, mais elle était la première femme seule, » a-t-il déclaré. « Je l'ai poussée de son vélo et quand elle a commencé à crier, j'ai commencé à la frapper et je l'ai tirée de l'autre côté du pilier du pont. » Après avoir frappé Julie plusieurs fois, Steve l'a traînée jusqu'à son lieu de sommeil habituel et l'a déshabillée. Il a tenté d'abuser d'elle mais n'a pas pu car elle se défendait trop. Finalement, il a avoué l'avoir étranglée avec un câble après avoir d'abord essayé avec ses mains. Les mots ne peuvent pas exprimer l'horreur et la terreur que Julie a dû ressentir pendant cette attaque violente. Elle a tout fait pour se défendre et résister. Si quelqu'un était passé à ce moment-là, elle aurait peut-être eu une chance. Après sa mort, Steve a caché le corps de Julie sous une bâche derrière un pilier de pont, puis a erré pendant quelques heures près de la gare centrale d'Anvers. Il a également caché plusieurs objets, y compris le panier de son vélo, qui a été retrouvé plus tard à côté d'une poubelle et vu sur des images de caméras de sécurité. Steve a laissé ses couvertures sur un terrain de sport près des voies ferrées à Anvers. « Je suis retourné parce que j'avais peur d'être reconnu », a-t-il dit. Les ouvriers du bâtiment ont déclaré qu'ils le voyaient tous les jours depuis qu'il était sans abri depuis janvier. Quand Steve est retourné au canal Albert, il a vu plusieurs voitures de police, ce qui l'a effrayé. Quand le téléphone portable de Julie a sonné, il l'a jeté dans l'eau. Il a ensuite lesté son corps avec un sac de sable et l'a descendu dans le canal. Il a jeté son sac à main dans une poubelle et a placé son panier de vélo à côté. Steve a expliqué pourquoi le passeport de Julie a été découvert séparément. « Je l'ai sorti de son sac à main pour savoir quel âge elle avait. J'espérais qu'elle n'était pas mineure. » Le matin du 6 mai, Steve s'est réveillé près de la gare de Louvain. Il a pris un train en direction de Genk. Plus tard dans la journée, il était avec son fils lorsqu'il a été arrêté à la gare de Louvain. Steve a dit qu'il avait rendu visite à son fils parce qu'il voulait lui dire au revoir, sachant qu'il ne serait qu'une question de temps avant qu'il ne soit attrapé. Il prévoyait également de voir un psychiatre le lendemain. Le 7 mai, un juge d'instruction a approuvé la détention indéfinie de Steve pour le meurtre de Julie Van Espen, sur la base de sa confession. Ce même jour, le compte Facebook public de Steve Backelman a été supprimé en raison de milliers de messages de haine postés dessus. Le 8 mai, le corps de Julie a été rendu à sa famille après une autopsie. Les détails de l'autopsie ne sont pas publics, mais on peut supposer qu'ils correspondent aux aveux de Steve. Cependant, sa famille croit qu'elle a été abusée, tuée et dissimulée pour couvrir le crime. L'ADN de Steve a également été prélevé pour vérifier s'il était lié à d'autres affaires non résolues. Il n'y a eu aucune mise à jour à ce sujet, et il est probable que Steve Backelmans n'était lié à aucun autre crime. Cette affaire a conduit à une pétition en ligne demandant le rétablissement de la peine de mort en Belgique, qui a reçu 30 000 signatures, mais a été retirée le 8 mai. Le passé troublé de Steve Backelmans est marqué par une histoire de crimes violents en escalade et de maladie mentale. Sa condition psychiatrique, pour laquelle il prenait des médicaments, a joué un rôle significatif dans son comportement. Lors de son interrogatoire, Backelmans a mentionné que s'il avait pris ses médicaments, il n'aurait pas commis le crime. Mais cette déclaration a-t-elle du mérite, ou est-ce simplement une excuse déplorable d'un individu refusant de prendre l'entière responsabilité de ses actes? En 1999, Steve a eu sa première rencontre avec la loi lorsqu'il a commencé à voler et vendre des voitures. Après au moins 22 vols de voitures, il a été arrêté et condamné à 12 mois de prison, mais n'a purgé que 2 mois. En juin 2001, Backelmans a été condamné à 18 mois de prison par le code pénal d'Ypres, mais la moitié de sa peine a été suspendue. C'était pour un délit de fuite avec une Toyota Corolla volée en novembre de l'année précédente. À cette époque, Steve a admis qu'il était accro à l'ecstasy. Sa violence a vraiment escaladé le 16 mars 2004,
lorsqu'il a agressé sexuellement une femme de 58 ans chez elle et lui a volé son portefeuille, affirmant que c'était dû à l'influence de la marijuana. Il avait obtenu les coordonnées de la femme en mendiant sur de Keiserlet, une rue commerçante importante à Anvers. De 2004 à 2008, Steve a purgé une peine de prison de 4 ans et demi pour ce crime, des biens volés et plusieurs infractions au code de la route. Pendant ce temps, il a abusé à plusieurs reprises de ses permis de sortie, disparaissant pendant des mois. En 2014, une ex-petite amie de Steve Backelman a déposé une plainte contre lui pour agression sexuelle et tentative d'étranglement, mais le bureau du procureur d'Anvers a abandonné les charges. En 2017, il a été de nouveau condamné pour l'agression sexuelle d'une autre petite amie, le 31 octobre 2016, au cours de laquelle il a également volé sa carte bancaire et son argent. Malgré ses récidives, après avoir passé un peu plus de 2 mois en détention provisoire, il a été libéré en attendant son procès, car il n'était pas considéré comme un risque de fuite. Il a été révélé plus tard que le juge n'était pas au courant de son passé criminel, car il n'était pas inclus dans son dossier. Il est choquant qu'un pays comme la Belgique ne conserve pas et ne partage pas les dossiers des récidivistes violents. Pendant cette peine, Steve a reçu 4 ans de prison en juin 2017. Mais il a fait appel et a été autorisé à rester en dehors de la prison, malgré le bureau du procureur public conseillant son arrestation immédiate. La cour d'appel a reporté son affaire plusieurs fois en raison d'un manque de ressources et d'une pénurie de magistrats. Ce n'est qu'après une immense pression publique découlant de son arrestation pour le meurtre brutal de Julie que son affaire a finalement été entendue le 5 juin 2019. Cette fois, Steve Backelmans a été condamné à 5 ans de prison et 10 ans de détention. Steve avait également une petite amie à Kirbergen jusqu'en septembre 2018. C'était sa dernière relation stable connue. L'ex-petite amie a été choquée par les actions de Steve. Quand j'ai vu sa photo sur l'avis de recherche, je ne pouvais pas croire que c'était Steve. Il semblait être une personne complètement différente, un monstre. Pour moi, il était très doux, presque introverti, a-t-elle déclaré. Cela contraste avec la description de Steve par son père et sa tante comme un toxicomane avec de graves accès de rage. Elle ne savait rien de son passé. En septembre 2018, il a soudainement disparu. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui jusqu'à ce que je voie cette photo. Elle croit qu'elle a échappé de justesse à un sort similaire. L'oncle de Steve, Jean-Pierre, a partagé des informations sur la vie troublée de Steve et son parcours criminel. Il a révélé que Steve avait eu une enfance difficile, marquée par une mère absente et une relation tendue avec son père, ce qui a conduit à une frustration profonde et à un comportement criminel. Malgré les efforts de Jean-Pierre pour le soutenir, y compris en lui trouvant des emplois et en payant pour un psychiatre, Steve a continué à avoir un comportement dangereux. Jean-Pierre a noté que Steve minimisait constamment ses crimes, ignorant les ordres du tribunal de prendre ses médicaments. Mais l'échec le plus flagrant a été de laisser un violeur connu, violent et impulsif, sans ses médicaments, et libre de se déplacer. Beaucoup affirment que cela a indirectement conduit à la fin tragique de Julie Van Espen en mai 2019. Le père légal de Steve Backelman, qui préfère rester anonyme, n'est pas son père biologique. Ils ont rompu le contact il y a des années. En réfléchissant aux événements récents, il a déclaré « Ce que j'entends est horrible. Pour la famille de la fille, ses amis, pour tout le monde. Mais cela ne me surprend pas. Steve a été condamné plusieurs fois. Quand il perd le contrôle, il perd vraiment le contrôle. Les problèmes de Steve ont commencé tôt dans la vie. Lui-même est une victime d'agression sexuelle. Il a été maltraité quand il n'avait que 4 ans. Une plainte a été déposée, mais l'agresseur n'a jamais été condamné. Cela a conduit Steve à devenir violent. Il était impossible de vivre avec lui. Il avait été dans des institutions psychiatriques depuis l'âge de 12 ans. Je le voyais à peine parce que ça n'allait tout simplement pas bien. Je n'entendais parler de lui que lorsqu'il y avait de nouveau des problèmes. L'institution de Genk où il séjournait m'a appelé un jour pour venir le chercher parce qu'il ne pouvait pas le gérer. Pour atténuer sa douleur, Steve s'est tourné vers la drogue et est devenu toxicomane. Les réflexions de son père dressent le tableau d'une vie marquée par un traumatisme précoce et une douleur non traitée.
conduisant à un cycle de violence et de dépendance. C'est un rappel de l'impact profond des traumatismes non traités et de l'importance d'une intervention précoce. Fin mai 2021, l'affaire du meurtre de Julie Van Espen a atteint le bureau du procureur. Début juillet, le service du procureur a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Lors de l'audience préliminaire du 12 novembre 2021, l'avocat de la famille Julie, John Mays, a demandé un procès à huis clos, ce qui a été accordé malgré les objections de l'association flamande des journalistes. Un total de 61 témoins ont été appelés à témoigner, y compris une femme que l'accusé, Steve Beckelmans, avait agressée en 2004. Le 8 décembre, un jury de 8 femmes et 4 hommes a été sélectionné. Le procès a commencé le 13 décembre au palais de justice d'Anvers, avec des plaidoiries de condamnation tenues en public. Le 21 décembre, Steve a été reconnu coupable de meurtre prémédité et de viol. Le tribunal a déterminé qu'il avait agi avec une intention claire de tuer, comme en témoigne la gravité des blessures de Julie et son comportement méthodique capturé sur les images de caméra. Il a étranglé Julie plusieurs fois et a continué son agression jusqu'à ce qu'elle ne montre plus aucun signe de vie. Il n'a quitté les lieux que lorsqu'il était certain qu'elle était morte. Les images ont également indiqué qu'il n'était pas en panique, a observé le tribunal. Le lendemain, Steve Beckelman a été condamné à la réclusion à perpétuité. Le tribunal a cité son casier judiciaire étendu, sa dangerosité et son manque de valeur sociétale fondamentale. Malgré sa jeunesse troublée, aucune circonstance atténuante n'a été reconnue. Le procureur avait demandé un maximum de 25 ans avant que Steve puisse demander une libération anticipée, mais le tribunal a fixé ce délai à 20 ans. L'avocat général a décrit le crime comme exceptionnellement odieux, notant le manque total de remords ou d'empathie de Steve. Son enfance difficile a été rejetée comme facteur atténuant par l'accusation. Steve n'a pas fait appel à la Cour de cassation, rendant sa peine définitive. Son oncle, Jean-Pierre, s'occupe maintenant de son fils. Le meurtre de Julie Van Espen a suscité de vives critiques à l'encontre de la justice d'Anvers, du ministre de la Justice Koen Geens et du maire d'Anvers, Bart de Wever. Bart a admis dans une interview qu'il était politiquement responsable des échecs dans cette affaire. Le 7 mai 2019, le jour après la découverte du corps de Julie et l'arrestation de Steve, Koen Geens a expliqué que la libération de Steve, malgré une condamnation antérieure pour viol, était une décision prise par un juge indépendant et qu'il avait une influence limitée en tant que ministre. Il s'est dit ouvert à modifier la loi pour permettre une arrestation immédiate en cas de risque sérieux de récidive. En réponse à l'indignation publique après le meurtre de Julie Van Espen, les mesures de sécurité autour de la zone du Sport Palace ont été examinées. Le 8 mai 2019, la sœur et les amis de Julie ont publié une lettre ouverte au maire de Wever, appelant à améliorer la sécurité sur les itinéraires cyclables vers Anvers, y compris plus de caméras de surveillance et un meilleur éclairage des rues. Malgré l'ouverture de Wever à la discussion, des changements significatifs n'ont commencé qu'en juin 2020, probablement parce que certaines personnes s'y opposaient, comme l'avocat spécialisé en protection de la vie privée Matthias Dobeler-Welvaert, qui a invoqué des préoccupations en matière de vie privée. Le même jour, des experts ont demandé une réforme du droit pénal, en particulier en ce qui concerne la violence sexuelle. Le 11 février 2020, les parents de Julie ont proposé un comité J pour surveiller le système judiciaire et ont accusé le ministre de la Justice, Koen Geens, d'être partiellement responsable du meurtre de Julie et de la gestion de l'affaire. 4 ans après la mort de Julie et à la fin de 2023, la famille de Julie a critiqué l'attitude du Haut Conseil de la Justice et a demandé des actions disciplinaires étendues contre les magistrats ne remplissant pas leurs devoirs. Ils ont également poursuivi l'État belge pour échec systématique de la justice, demandant des excuses et une compensation symbolique. Le meurtre de Julie Van Espen a conduit à des réformes significatives dans la gestion de la violence sexuelle en Belgique. La famille de Julie Van Espen a fondé Missie Julie pour plaider en faveur de la réforme judiciaire, et cette affaire a attiré une attention publique si large
que Julie Van Espen est devenue le deuxième terme le plus recherché sur Google en Belgique en 2019. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci.